Rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vais faire la suite du cours magistral performance qu'on n'a pas pu faire hier avec cette partie qui est le bloc 3 et qui va porter sur la déconstruction, la dénaturalisation du porno, notamment à travers le post-porn et le porn activisme. Auparavant, j'aimerais vous rappeler un petit peu des choses qui vous sont maintenant peut-être un peu familières avec Foucault, mais vous savez que la volonté de savoir est une ressource pour travailler le processus de production, de confession de la vérité du sexe. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter tout de suite la couverture d'un livre fondamental si ça vous intéresse de travailler sur le porno et la déconstruction, la dénaturisation de la pornographie avec une lecture foucaultienne. C'est le livre de Linda Williams, ici c'est la deuxième édition, qui est un peu une des grandes figures des porn studies aux États-Unis. Elle a pris sa retraite maintenant, elle travaillait à l'université de Berkeley dans un bureau juste à côté de Judith Butler. Et donc cette édition est parue, la première édition pardon, est parue en 1989, Hardcore Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, où elle s'emploie à analyser notamment, on n'aura peut-être pas le temps de le faire cette année malheureusement avec elle, les films du Golden Age of Porn, c'est-à-dire les films qui ont commencé à sortir dans les salles de cinéma dans les années 70, notamment les films des frères Mitchell et de Gérard Damiano ayant fait ce film à grand succès qui s'intitulait Deep Throat, et les frères Mitchell ayant fait Behind the Green Door, derrière la porte verte, des films avec Marilyn Chambers. Et dans l'ouvrage de Williams, elle essaye de montrer comment quelque part dans ces pornos des années 70 et dans les autres qui vont suivre, dont je vais un tout petit peu vous parler, la suite de ces pornos-là, des frères Damiano et des frères Mitchell, vous avez une véritable dispositif de confession de la vérité sexuelle, du plaisir de la femme donc qui est à l'œuvre dans ces films et qui n'est pas évidemment sans rapport avec le fait que pour qu'un porno soit intéressant et qu'il apparaisse comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la fiction alors que c'est ce qu'il est, il faut évidemment que l'on puisse sans arrêt faire penser que c'est réel, que la jouissance notamment des hommes et des femmes est réelle, mais surtout des femmes. Et donc le visuel est aussi à la fois un adjuvant et un problème pour entrer dans ce régime justement de production de la vérité par le visuel qu'est le porno, le film porno mainstream. Là il va de soi que je parle du film porno commercial des années donc 70. Le porno a beaucoup évolué depuis, on va être amené à en parler un petit peu. Et j'utiliserai également le travail d'Annie Sprinkle, qui est une ancienne actrice porno, qui est devenue performeuse et qui est un peu la grand-mère, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons introduite, la grand-mère du post-porn, qui est une critique à la fois féministe et queer de la pornographie dominante mainstream, donc une critique qui est apparue à la fin des années 90. Je me permets de vous recommander le premier chapitre de Queer Zone, puisque c'est un peu cet article qui a tout lancé. Vous avez une section qui s'intitule ici Post-porn, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, le premier article un peu séminal sur le post-porn, c'est celui qui a été consacré à la censure du film de Baise-moi de Virginie Despentes. Rapidement, pour en revenir à ce que peut nous apporter Foucault, notamment le Foucault de la volonté de savoir dans cette histoire. Donc vous savez que Foucault critique, et c'est assez contre-intuitif à l'époque, ce qu'il appelle l'hypothèse répressive du sexe, et selon laquelle, en fait, on nous empêcherait à faire le sexe, que tout serait là pour nous l'interdire, que beaucoup de discours, d'institutions entravent en quelque sorte la sexualité. La thèse de Foucault, c'est un peu une antithèse, si vous voulez, lui, il nous dit, mais en fait, se regarde bien. On nous encourage plutôt à en parler tout le temps, tout le monde en parle autour de nous. Il y a du visuel partout là-dessus. Bon, Foucault parle pas trop du visuel parce qu'il n'est pas très sensible, on va dire, aux médias et à la dimension visuelle des choses et des discours, mais néanmoins, il insiste sur le fait que nous sommes tous sollicités pour confesser le sexe, dire que nous en avons beaucoup, le performons bien. Tout nous encourage en fait à en parler tout le temps, à nous dire comment il fonctionne,
quels sont les plaisirs qui sont autorisés, les pratiques qui sont prescrites, etc. Donc, si vous voulez, l'idée de Foucault, c'est de dire que s'il y a du pouvoir qui s'exerce sur la sexualité, c'est plutôt sur le mode de on ne nous empêche pas, on nous oblige. Donc, vous savez qu'il a participé donc à la critique de la scienta sexualiste dont on a beaucoup parlé, on pourrait dire la scienta racialiste et aussi toutes les intersections qu'il y a entre les deux. On en a beaucoup parlé donc lors de la du premier semestre dans le cours Identité Culture, donc je ne vais pas y revenir, mais donc la scienta sexualiste, c'est l'ensemble des savoirs pouvoir sur le sexe, et donc la pornographie, bien sûr, le cinéma porno en font partie. Ça, c'est aussi quelque chose dont n'avait pas parlé Foucault, mais évidemment, nous, on peut utiliser Foucault pour analyser le porno. C'est encore plus vrai dès que vous avez toute cette démocratisation de la pornographie qui a longtemps été réservée à une élite lettrée, qui va se démocratiser donc avec le cinéma, justement, dans les années 70, et plus encore avec l'apparition de la vidéo et maintenant de tout ce qu'on connaît qui permet de consommer de la pornographie 24 heures sur 24. Donc, quelque part, massivement, si vous voulez, le porno fait partie des savoirs-pouvoir sur la sexualité. Donc, je vais laisser tomber un petit peu les analyses de Foucault qu'on a vues pendant le premier semestre. Mais encore une fois, il faut les avoir en tête, parce que, par exemple, si Sprinkel n'est pas foucaldéenne, en ce sens qu'elle n'a pas lu Foucault, quelque part, elle aussi, elle va essayer, à sa manière, de nous montrer à quel point, d'abord, il y a toute une série de discours et de savoirs qui interviennent dans la production du sexe, ne serait-ce que la médecine, l'anatomie, la gynécologie, avec sa performance intitulée The Public Service Announcement, où elle se met dans un bar, elle écarte les jambes et elle invite les spectateurs, le public, à venir regarder une partie anatomique de son corps, le cervix qui serait visible. Le cervix se situe à l'entrée, si vous voulez, du vagin, mais pour autant il n'est pas visible, mais elle en fait quelque chose de visible pour montrer comment les médecins quelque part visibilisent des choses, un peu comme l'histoire du point G, si vous voulez. Et avant de faire cette performance, donc où les gens vont venir avec une lampe de poche et regarder à travers ses jambes et refaire la scène gynécologique pour trouver le fameux point G, elle a bien montré joué avec des planches anatomiques où elle explique que voilà, on connaît le canal vaginal, on connaît le vagin, on connaît, enfin tout au niveau des représentations anatomiques, mais qu'il existe aussi le cervix. Donc tout un jeu comme ça avec la production aussi de l'anatomie, de la corporalité par la médecine, par la gynécologie. Les identités sexuelles, donc de genre, mais aussi les pratiques sexuelles qu'on voit dans le porno sont donc produites, elles ne sont pas naturelles. Il y a des scripts, des scénarios qui s'installent suivant les contextes, suivant les époques, et de la même manière que les identités sexuelles et de genre sont des catégories culturelles et sociales, voire performées, comme on le dit depuis maintenant quelques séances. Alors, on a parlé de sciences sexualistes lors du premier semestre, mais on n'a pas beaucoup parlé d'ars erotica, qui est aussi un élément important de la volonté de savoir de Foucault, et aussi des prochains livres qu'il écrira qui porteront plus sur les cultures grecques et la manière dont on peut les réutiliser pour cultiver un souci de soi. Mais l'ars erotica, d'ailleurs, dans la volonté de savoir, il l'oppose en quelque sorte à la manière justement occidentale qu'on aurait d'être dans la science sexualiste, en disant, alors bon, c'est une position discutable, mais en disant que il y a des cultures qui sont plus sur les pratiques et non pas les savoirs sexuels, et qui quelque part c'est là aussi qu'il va essayer d'aller en disant que quelque part les pratiques sont toujours peut-être moins aliénantes en quelque sorte que les identités. Pour autant, si on revient aux performances de genre de la féminité et de la masculinité dans le porno, je vous ai mis sur le site donc l'anatomie de la pin-up dont on a parlé à cause des performances qui ont été faites par vos collègues l'année dernière, mais aussi parce qu'elle est très parlante. Je vous laisserai la regarder. On voit très bien quelle peut être aussi la performance de la féminité, de la pute
sachant que entre la féminité sexy et la pute, il y a généralement une frontière assez étroite. Et donc là, ce qu'on va se poser un petit peu plutôt comme question, c'est, en les tirant du côté de l'exercice de la performance qu'on doit faire, c'est comment, en quelque sorte, les femmes qui sont l'objet du savoir en général, en particulier l'objet de la caméra dans le cinéma porno, à part les tentatives de porno féministe et de post-porn, etc., où justement cette relation va être complètement perturbée. Donc comment le symbole aussi que peuvent représenter les femmes dans le porno, à savoir de visibilité, de grande disponibilité sexuelle, etc. Donc comment ça se passe dans la pornographie dominante et comment ça a été discuté par la post-pornographie, donc qui fait son apparition, comme je vous le disais pour commencer, à la fin du XXe siècle, qui est actuellement un courant très fort en Amérique latine, en Espagne, et qui a eu des petits développements, mais beaucoup moins importants en France. Donc il y a un groupe DTD, où nous avons regardé ensemble la performance du groupe Post-Op barcelonais, une performance qui date de 2010, qui s'appelle Ocaña. Je vois que l'affiche ici d'un festival post-porno vient de tomber, mais c'est pas grave, je vais la laisser tomber parce que je ne veux pas perdre de temps. Si ça vous intéresse, la performance du groupe Post-Op intitulé Ocaña et donc dans le cloud du cours. Et je vous ai également mis les performances donc dont ce groupe queer s'est inspiré, puisque c'est un hommage et aussi une manière de reenactment d'un poète espagnol qui s'appelait Ocaña et qui se promenait nu dans les rues de Barcelone et de Madrid pour contester, pour critiquer la dictature franquiste. Donc si ça vous intéresse, vous avez les liens également pour ces performances que vous regardez, qui sont intéressantes puisqu'elles relèvent aussi d'une démarche faite dans l'espace public pour occuper l'espace public avec des corps qui, quelque part, y sont proscrits, et aussi d'essayer d'examiner cette différence qu'il y a entre le privé et le public, pourquoi certains corps ou certains corps dénudés, comme dans la pub on en a parlé, peuvent être présents dans l'espace public, mais pas par exemple un corps, on va dire, d'une personne qui décide de se promener nue dans l'espace public. Donc, comme vous le savez sans doute, la pornographie comme genre a été abondamment critiquée par les féministes, notamment avec toute la critique aux États-Unis durant ce qu'on a appelé la guerre des sexes, la sex wars. Je n'ai pas trop le temps d'y revenir ici non plus. C'est un grand courant féministe anti-porno dans les années 90 qui, en gros, dit que les femmes, la pornographie est le summum de l'objectivation et de l'humiliation de la femme. Donc vous avez que c'est un genre masculin par excellence, que ce sont des films faits par les hommes pour les hommes, filmés par des hommes, et vous allez avoir toute une série d'actions, de démarches à la fois juridiques, par exemple avec Catherine McKinnon et j'oublie son nom, et Catherine McKinnon et Andrade qui vont essayer de faire voter des ordonnances dans des États américains contre le porno, et d'ailleurs dans une perspective juridique intéressante qui consiste à dire que les images porno sont un peu comme les mots performatifs et les injures dont j'ai parlé lors de la dernière séance, qui font du mal aux femmes quand celles-ci les voient. Bon, ces ordonnances ont failli passer et ensuite elles vont être annulées, donc c'était l'état de Indiana, je crois, et aussi dans la ville de Minneapolis qu'il y a eu ce genre de tentative. Donc la pornographie est importante évidemment parce que importante comme champ d'investigation critique et féministe, voire créatif et performatif, un peu tout ça ensemble, puisque vous savez que c'est une grosse industrie, qu'elle est devenue très accessible, en tout cas un certain type de pornographie, notamment sur tout ce qui est Tube, YouPorn, etc., de manière assez gratuite aussi.
Donc c'est aussi un phénomène social et culturel qu'on peut analyser classiquement avec des enquêtes sociologiques, anthropologiques, en réception, etc., les modes de consommation. C'est pas vraiment ça qui va nous intéresser ici, c'est plutôt, encore une fois, comment on peut déconstruire au prisme des genres et aussi du corps, parce que quand on parle de genre, on parle évidemment de corps. Donc, la diffusion du porno, évidemment, telle qu'on la connaît, ne cesse de prendre de l'importance. C'est vrai que les féministes ont pu dire dans les années 80 jusqu'à 90, et encore beaucoup de féministes d'ailleurs tiendront ce discours que il faudrait abolir la pornographie ou qu'il ne faut pas la regarder. Il y a d'autres démarches qui consistent à dire que c'est peut-être pas la pornographie en soi qui est mauvaise, mais la manière dont elle est faite et les publics auxquels elle s'adresse. D'où, depuis quelques années, l'apparition d'un porno féministe, d'un porno lesbien. Vous savez que les lesbiennes n'y trouvent pas nécessairement leur compte quand elles regardent la pornographie mainstream grand public, a fortiori quand on voit comment elles-mêmes ils sont objectivées toujours dans une situation où il y a deux filles qui font des choses, ensuite arrive un personnage ou un acteur masculin qui va avoir des rapports sexuels avec elle. On a vu apparaître aussi une pornographie, si vous voulez, minoritaire, queer, trans, post-porn, donc en marge de la pornographie mainstream. Donc on voit très bien que là, ce sont des minorités qui essaient de se réapproprier aussi la pornographie et aussi le fait que un des objectifs de la pornographie, outre peut-être ces objectifs pédagogiques qu'elle a toujours eu, c'est aussi de pouvoir s'identifier, voire d'être excité sexuellement, ce qui est quand même un des objectifs premiers de la pornographie. La pornographie peut aussi servir, comme on le verra avec le pornoactivisme et la post-pornographie, à tenir un discours critique justement sur la pornographie dominante. Alors sur quoi? En la dénaturalisant, en disant qu'on peut changer la pornographie, en critiquant par exemple les rôles ou les représentations de la masculinité, de la féminité et de la performance de la masculinité et de la féminité tels qu'on les voit dans les films porno, avec tous ces rôles actifs, passifs, hommes, femmes, etc. En remarquant aussi que la pornographie, même si elle peut avoir une pornographie de niche, femme enceinte, etc., nain, j'en passe des meilleurs, le fait dans une démarche ou chimelle pour les femmes trans, si possible, de couleur, le fait de manière exotisante et ultra objectivante, que la pornographie est très souvent aussi favorise les corps normés, qu'il y a beaucoup de zones érogènes et corporelles qui ne sont jamais investies, que les rapports sexuels normatifs et modèles sont toujours des rapports bite-vagin et anus aussi, mais dans un certain sens, puisque ce sont généralement les femmes qui se font enculer par les hommes et rarement l'inverse. Donc l'utilisation de la pornographie peut servir à énormément de choses quand on commence à le voir sous son aspect critique, et elle peut servir aussi justement à faire ressentir la facticité ou le degré de politicité qu'il y a dans la frontière ou l'opposition entre le privé et le public, et donc notamment entre l'espace privé et l'espace public. C'est pour cela qu'on a vu une irruption de la pornographie dans l'espace urbain, par exemple, avec la petite performance de Urban Porn. L'idée, c'est de montrer devant la permanence de l'UMP des pratiques sexuelles filmées selon les codes de la pornographie et qui sont des pratiques sexuelles queer et lesbiennes, en tout cas pas mainstream, mais de montrer aussi le fait que voter pour Sarkozy, c'est aussi quelque part soutenir Vanessa, qui quelque part à l'époque, donc en 2007, intervenait dans ce qui est considéré comme étant la vie privée des personnes hétérosexuelles, à savoir la sexualité des personnes homosexuelles, en disant au passage, en disqualifiant l'homosexualité au profit de l'hétérosexualité. Donc là qu'on voit bien qu'à un moment donné, on voit plus très bien comment on joue la sacro-sainte frontière entre le privé et le public, et où en général on met la sexualité, l'identité sexuelle des personnes. Donc voilà un petit peu déjà
quelques pistes qui vont être investies par, on va dire, tous ceux, celles qui sont désireux de critiquer la pornographie. On peut aussi l'aborder en critiquant ne serait-ce que cette opposition entre le porno et le pornographique et l'érotisme, dont on voit très bien maintenant à quel point elle a toujours été genrée et comment ça continue. C'est-à-dire que le porno, c'est pour les hommes, et quand il y a de l'érotique, c'est pour les femmes, parce qu'elles préféreraient les choses plus douces, moins directes, etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut critiquer. Ça a été intéressant aussi de voir récemment, quand il y a eu l'affaire DSK, comment finalement les hommes qui défendaient DSK, ou les hommes aussi, ou les attaques qu'il y avait eu contre justement le film de Despentes de Baise-moi, reprenaient à leur propre compte l'érotisme, notamment des gens comme Philippe Salas, qu'on a connu beaucoup plus, on va dire, Salas et porno, en disant oui, mais c'est la mort de l'érotisme, tout simplement parce que c'était des femmes qui s'emparaient des codes de la pornographie. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Virginie Despentes Baise-moi, mais une des scènes qui a sans doute d'ailleurs motivé la censure du film, c'est qu'elle ait filmé un viol, donc deux filles qui sont violées par 3 hommes avec des codes de la pornographie. Et ça n'est pas passé, sachant que Virginie Despentes faisait référence donc à une expérience autobiographique qu'elle a souvent racontée dans ses ouvrages en parlant de son viol. Alors, voilà un petit peu pour les pistes, encore une fois, un peu génériques pour explorer et critiquer la pornographie. Maintenant, je vais aller plutôt sur des exemples donc, de porno féminin, pardon, de porno qui ont été analysés et critiqués par Linda Williams. Excusez-moi, comme on n'a pas de temps, justement, comment je vais faire pour accélérer et gagner un peu de temps par rapport à ce que j'avais prévu. Oui, donc je pense que ce qui serait pas mal, ce serait de partir justement de Linda Williams et donc de voir un petit peu comment elle interprète l'évolution du porno. Alors, donc, Williams nous montre que, outre tout ce qu'elle a pu décoder, donc des films, encore une fois, Derrière la porte verte, ou encore Behind the Green Door, etc. Par exemple, Behind the Green Door est un film extrêmement intéressant, tel que l'analyse Linda Williams, parce qu'elle montre que les frères Mitchell, qui ont fait le film dans les années 70, et qui prenaient pas mal, qui étaient assez high sur les tournages, apparemment, en plus, bon, on était dans une culture à San Francisco plutôt psychédélique, etc. Comment, à un moment donné, quelque chose qu'on voit maintenant dans tous les pornos, qui s'est un petit peu modifié, puisque maintenant on parlera plus d'éjaculation faciale, mais comment le cum shot, c'est-à-dire le fait que l'on puisse voir à l'écran l'éjaculation de l'homme ou des hommes qui sont présents dans le film est devenu justement un script à la fois culturel et qui tente à prouver la vérité justement du porno, c'est-à-dire on nous montre du sexe pour de vrai et ça n'est pas une fiction, c'est quoi de plus graphique, quoi de plus naturel que de filmer l'acte sexuel. Or justement ce que nous montre, enfin ce qu'analyse très bien Linda Williams, c'est que avant dans les films porno, et si vous regardez les premiers, on va dire équivalents des petits films porno, les films de Stalag ou les films coquins en France, donc qui étaient diffusés dans les bordels ou qui se passaient sous le manteau ou que pouvaient acquérir des personnes fortunées, regarder chez elles, donc dans un espace privé et non pas dans un cinéma, vous n'aviez pas de scène de cum shot, vous n'aviez que des scènes de pénétration où le sexe masculin allait et venait dans le sexe féminin, mais
le garçon, l'homme, ne se retirait pas pour éjaculer de manière extrêmement visuelle. Donc ça, c'est une contrainte, si vous voulez, du cinéma aussi, qui est apparue dans les années 70, de manière aussi à ce que voilà, le sexe soit plus spectaculaire. Ce n'est pas qu'on doutait de la jouissance des hommes, on est beaucoup plus circonspect sur comment est-ce qu'on peut être sûr qu'une femme jouit vraiment, puisque vous savez que l'un des mystères de la féminité que connaissent bien les hommes et dont parle Freud en permanence et les pornographes, c'est d'avoir la preuve de la jouissance donc féminine qui n'est pas aussi visuelle que celle donc des hommes. Donc il y a tout un problème justement dans le porno pour essayer quelque part de donner de la vérité à la jouissance féminine, a fortiori quand on la met en scène avec des hommes qui sont censés donc la faire jouir à tous les coups. Je ne reviens pas aussi sur les dimensions performatives au sens de performance qu'est le fait d'éjaculer et de baiser plusieurs fois dans un porno, 5-6 fois, etc., en masquant le script qui est que les garçons sont soit stimulés, soit fluffés, c'est-à-dire donc qu'on leur fait une fellation pour qu'ils bandent aussi souvent qu'on les voit bander dans les films porno, donc une partie de la performance au sens, là pour le coup, théâtre, qui n'est pas montrée, mais donc Linda Williams a fait toute cette analyse du com shot, qui devient d'ailleurs ce qu'on va appeler le money shot, c'est-à-dire que les spectateurs vont être très friands de cette scène. Money shot, ça veut dire qu'elle rapporte de l'argent, et elle est intéressante derrière la porte verte, puisque c'est une espèce de scène psychédélique avec des couleurs, avec donc une éjaculation du sperme à travers l'écran au ralenti, etc., etc. Donc il montre là aussi comment on visualise selon les époques différemment ce porno apparemment si naturel. Donc là, c'est un peu la question du sexe performant. En fait, avec d'ailleurs, sans doute, le féminisme était peut-être contre le porno, mais il l'a aussi modifié en partie. Par exemple, on peut très bien lire le film, le très célèbre film Deep Throat, Gorge profonde, qui a été tourné avec Linda Lovelace, et où l'intrigue est la suivante. Linda Lovelace ne jouit pas quand elle fait l'amour ou quand elle a du sexe dans les pornos, parce qu'elle n'a pas de clitoris, ou elle ne sait pas ce que c'est. Elle va avoir un médecin, Harry Rims, qui est un acteur porno, qui est en blues, donc il y a une scène vraiment médicale, qui remet encore une fois la femme en scène comme si elle ne connaissait pas son corps, et qui va produire la jouissance de la femme, et qui va produire le savoir sur son corps en lui trouvant un clitoris dans la gorge. C'est le fameux Harry Rims, qui d'ailleurs va pratiquer la gorge d'où le nom Deep Throat, de Linda Lovelace, sitôt qu'il l'a trouvé. Donc il y a deux lectures du film. Soit on dit c'est un film qui essaye de faire la promotion de la fellation, qui est une pratique qui est généralement promue par le porno et dont on pensait à l'époque et peut-être encore maintenant que c'est pas une pratique voilà, que tous les couples pratiquent. Mais on peut aussi penser que, enfin, une lecture féministe du film, en pensant que peut-être qu'il y a une contrainte à la fellation, mais qu'en même temps, l'idée qu'un film porno se préoccupe de savoir où est le clitoris, c'est bien que le féminisme est passé par là, puisqu'avant on ne savait même pas qu'il existait, voire on ne s'en préoccupait guère. Dans les années 70-80 aussi, il va y avoir, compte tenu de la démocratisation du porno, le fait que les couples, et c'est aussi notamment avec l'arrivée de la vidéo, vont commencer à consommer de la vidéo en couple. Le samedi soir, c'est le fameux porno du samedi soir pour pimenter le week-end. Mais c'est important parce que ça veut dire que là aussi, vous n'avez plus cette répartition genrée où on voyait, voire même les hommes se cacher pour aller dans les pipe shows, pour aller dans des cinémas porno qui duraient 24-24 dans des villes comme Paris, comme New York, comme les villes, etc. Et qui était donc aussi une pratique de consommation visuelle et du cinéma réservée aux hommes. Donc, quelque part, la notion de performance aussi va bouger, c'est-à-dire que dans des films qui mettent en scène des couples hétérosexuels dans les années 80, etc., on observe que finalement, il y a plus, le questionnement est plus de savoir comment, alors c'est toujours la même question de savoir comment faire jouir la femme, mais disons qu'il y a peut-être une prise en compte
en tout cas plus consensuelle et plus discutée de la problématique de la jouissance féminine dans le porno, avec cette idée aussi qu'il y a peut-être des positions qui ne sont plus très intéressantes, qu'il serait pas mal de retirer ses chaussettes aussi, alors qu'on les voyait généralement figurer dans les anciens pornos. Par exemple, dans ce courant, vous allez avoir une des pionnières du porno féministe qui s'appelle Candida Royal, qui est morte récemment, qui va monter une petite boîte de production qui s'appelle Femme Production, et qui va avoir la démarche un peu marketing de demander à des groupes de femmes, ça c'est aussi l'héritage des groupes de conscience féministes, de se réunir et de lui dire carrément qu'est-ce qu'elles ne veulent plus voir dans le porno, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir, comment elles aimeraient que les choses soient filmées, est-ce qu'il faut une histoire, etc. etc. Et une des premières choses que les femmes vont demander donc, de supprimer dans le porno, c'est les jacques faciales, c'est aussi le sexe anal, en tout cas tel qu'il est représenté dans le porno mainstream. Donc quelque part, on voit aussi comment le porno aussi évolue, est soumis lui aussi au discours euh, important quand il devient prégnant dans la société, qu'est le féminisme. Je vais couper pour cette section et on se retrouve pour la section 2 du bloc donc 3 qui s'intitule Performance et porno, post-porno et pornactivisme. A tout de suite.